Dans le chapitre Le cerveau, plasticité, fragilité et rôle dans la motricité, cette vidéo pour évoquer la plasticité cérébrale. On peut comparer des cartes motrices de deux individus différents. Donc à cette fin, on va demander à deux individus différents dans un IRM de faire les mêmes choses en termes de mouvement. Par exemple, bouger les yeux, puis le doigt, puis le poignet, puis l'avant-bras d'un côté ou de l'autre. Et ainsi, on va pouvoir mettre en évidence les zones qui sont activées, que l'on voit ici, en noir et blanc malheureusement, mais ici, en fonction de ce qu'ils ont bougé. Ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, ils ont bougé les mêmes choses, et pour autant, les zones qui sont activées dans ces deux images sont différentes. Ce qui veut donc dire que les cartes motrices de chaque individu sont uniques. Alors, de quoi elles dépendent, ces cartes motrices? C'est ce que l'on va voir par la suite. Donc, par exemple, on peut bien penser que si nous n'avons pas les mêmes zones activées par les mêmes mouvements, c'est que certainement nous n'avons pas les mêmes expériences de vie. Donc, l'hypothèse posée, c'est que les apprentissages vont modifier les cartes motrices, le développement de chaque aire qui commande tel ou tel mouvement. Donc voici une expérience qui permet de le mettre en évidence. C'est une expérience qui se passe sur 5 jours, à raison d'un travail de 2 heures par jour. Donc on a 3 groupes d'individus. Premier groupe, le groupe 1 donc, auquel on va demander de jouer au piano une série de 8 notes. Il faut bien comprendre que dans tous ces groupes, aucun individu est pianiste à la base. Donc on leur demande dans le groupe 1 de jouer 8 notes précises d'affilée et ils vont s'entraîner pour ça pendant 5 jours à raison de 2 heures par jour. Dans le groupe 2, on leur demande de jouer ce qu'ils veulent, donc de taper sur les touches comme ils le désirent. Et le groupe 3, on leur a fait rien faire. Alors bien sûr, chaque jour, on va mesurer la zone corticale qui va être activée par le travail demandé. Donc ce qu'on remarque, c'est qu'au début, donc l'activation, on mesure l'activité des zones précises des muscles fléchisseurs extenseurs du long doigt majeur de la main droite, puisque quand on joue au piano, on va jouer avec les doigts. Et donc on va repérer la zone chez chacun de ces individus et mesurer entre le jour 1 et le jour 5 comment évolue cette zone corticale qui commande le muscle fléchisseur extenseur du plus long doigt. Donc au jour 1, vous voyez que globalement, on a la même surface corticale qui commande ces muscles fléchisseurs. Dans le groupe 1, au fur et à mesure, d'accord, muscle fléchisseur et ici muscle extenseur, on voit que cette zone corticale est de plus en plus importante. Chez le groupe 2, on a également une augmentation, mais qui est moins importante, puisqu'il joue finalement des notes, mais sans réelle coordination. Par contre, il bouge quand même les doigts. Alors que le groupe 3 qui ne le fait pas, vous voyez que cette zone corticale, que ces zones corticales n'évoluent pas. Donc ça prouve bien quoi? Ça prouve que l'apprentissage va donc modifier les zones corticales qui vont commander les mouvements qui sont impliqués dans cet apprentissage. Donc l'apprentissage, finalement, qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut dire que ça correspond à une modification de l'organisation des zones du cerveau. Quand on apprend une nouvelle chose, il y a des modifications au niveau du cortex. Alors, on va voir qu'il peut y avoir l'apprentissage. Qu'est-ce qui se passe aussi lorsque on a un élément, un territoire cérébral lésé, par exemple, comme dans le cas d'un accident vasculaire cérébral, dit AVC. Donc ici, vous avez l'encéphale, plus précisément le cerveau d'un individu, dont la partie droite est lésée, donc qui touche aussi la zone qui maîtrise la motricité, comme on l'a déjà vu. Donc ensuite, on va faire un suivi. Donc ces personnes qui ont donc du coup des problématiques ici, notamment de mouvement, puisque la zone droite corticale avait été lésée dans l'image précédente, donc du coup il avait la partie gauche qui était paralysée. Ici par contre dans cette image on a un individu, non, c'est le cortex moteur gauche qui est lésé,
Ok, donc ça veut dire qu'il y avait un handicap au niveau de la partie droite, au niveau de la motricité. Et donc on va suivre au fur et à mesure une personne après son AVC, lorsqu'on va lui demander d'essayer de bouger la partie qui est normalement paralysée. Donc au jour 2, voilà ce qui se passe. Donc la zone en effet qui est lésée ne bouge pas du tout. En tout cas, ne répond pas, parce que bouger c'est maladroit, ne répond pas du tout. Hein, tout au bout de l'image, vous avez ici le témoin, donc une personne qui bougerait sa main droite, on aurait cette zone gauche qui serait activée. Donc on voit que chez la personne qui a eu cet AVC, il n'y a rien. Ce qu'on voit, c'est que 9 jours plus tard, lorsqu'on lui demande la même chose, on voit que la zone lésée, finalement, ne s'active pas. Par contre, il y a un ensemble d'autres zones, et notamment dans le cortex droit, qui s'activent. Donc, ce qui n'est pas le cas chez un témoin sain. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que le cerveau est capable d'aller redistribuer une activité dans d'autres zones du cerveau, alors que ces zones, au départ, ne remplissaient pas ce rôle. Et on voit d'ailleurs qu'au fur et à mesure, au bout de 3 mois, la partie droite réagit de moins en moins et la partie gauche est en train de reprendre son activité. Donc, ça veut dire quoi? Globalement, ça veut dire qu'au cours d'un AVC, il y a destruction des zones corticales, du cortex, du coup, parfois et souvent handicap, mais qu'au cours du temps, les commandes peuvent être redistribuées dans d'autres zones du cerveau, et à terme, parfois, la zone peut même reprendre son activité. Alors, qu'est-ce qui va faciliter ça? C'est bien sûr la rééducation. Hein, on va aller faire du kiné, on va faire des exercices. C'est comme une version apprentissage, mais c'est de la rééducation. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement? Ces images vous permettent de visualiser un peu ce qui se passe quand on a une réorganisation. Donc ici, on a un réseau de neurones avant l'entraînement et là, on a 2 semaines après l'entraînement et après 2 mois de stimulation, hein, c'est-à-dire d'entraînement. Ce qu'on voit, c'est que finalement, on n'a pas une différence de nombre de neurones. Par contre, on a un réseau de plus en plus dense, c'est-à-dire des prolongements des neurones qui sont apparus, des nouvelles connexions. C'est ça qui se passe lorsqu'on a réorganisation, c'est-à-dire augmentation du réseau par augmentation des prolongements et des connexions synaptiques. Donc finalement, qu'est-ce que c'est que la plasticité cérébrale? C'est la capacité du cerveau à se réorganiser sous l'effet d'un apprentissage ou d'une rééducation. Et cette réorganisation, ça correspond à quoi? Une augmentation du réseau neuronal avec augmentation des prolongements et modification des connexions synaptiques.